Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Saskia, orthophoniste et entrepreneur. Coucou Saskia. Salut Solène, Comment tu vas? ça va très bien, merci beaucoup. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast parce que, en fait, je te suis depuis que tu as lancé ton projet actuel dont on aura l'occasion de parler, qui est Extra Ortho. Et je suis très contente de pouvoir t'accueillir et te poser plein de questions parce que je suis sûre que plein de gens vont se reconnaître. Donc, pour commencer, je te laisse te présenter comme tu le souhaites pour dire qui tu es, ce que tu fais. Ça marche. Déjà un grand merci de m'avoir proposé cette invitation sur ce podcast. Ensuite, donc effectivement, Saskia Vulpian, je suis orthophoniste et entrepreneur. Alors je sais pas si je vais pas expliquer tout mon parcours, peut-être juste qui je suis aujourd'hui. Donc effectivement créatrice du compte Extra Ortho, qui est un compte dédié au bien-être des orthophonistes. Alors, bien-être au sens large, puisque j'ai appelé ce compte Extra Ortho pour parler de ce qui est extra orthophonique pur, c'est-à-dire extra clinique, extra rééducation. Donc, on aborde sur ce compte effectivement le bien-être, la gestion du temps, l'organisation, le rapport à l'argent, la gestion des conflits, la communication avec les patients, voilà, tous ces sujets en fait qui entourent la séance d'orthophonie clinique et pratique. Je trouvais que c'était des sujets qui n'étaient pas énormément abordés. Je ne dis pas que je suis arrivée sur un marché, entre guillemets, qui était vide. Il y a déjà des personnes qui parlent de ça, mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui abordaient ça. Je sais que c'est des sujets qui ne sont pas abordés ou très peu à la fac. Voilà, j'ai créé ce compte en août 2023, donc ça fait 1 an et demi que j'ai créé ce compte et voilà, je propose du contenu offert sur le compte Extra Ortho. J'ai une newsletter aussi qui propose des analyses de situations extra ortho que les collègues rencontrent en cabinet. Et je précise bien extra ortho parce que je fais jamais d'analyse sur de la clinique, de la théorie, d'autant plus que je ne travaille plus aujourd'hui en tant que praticienne, j'ai plus de cabinet. Et je propose aussi des contenus payants comme l'Ortho-Organiseur, qui est un outil d'organisation pour les orthos. Et puis récemment, on a fait le sommet de la rentabilité en orthophonie, qui était un cycle de conférences pour parler de la rentabilité en orthophonie. Voilà. Merci pour ce petit résumé de ce que tu fais aujourd'hui. Et justement, donc je suis d'accord avec toi, c'est des sujets qui sont pas du tout ou très peu abordés, à part si tu as des maîtres de stage qui ont la chance, ou que tu as la chance que tes maîtres de stage t'expliquent un petit peu ces choses-là à la fac, on n'en parle pas trop. Toi, justement, tu as exercé combien de temps en tant qu'ortho? Euh, Comment tu as vécu ces choses-là et qu'est-ce qui t'a donné justement donné envie, pardon, de raccrocher la casquette d'ortho pour te consacrer à autre chose? Alors, je commence par la première partie. Donc, voilà, mon petit parcours de d'ortho et puis après la transition avec autre chose. Donc, moi, je suis diplômée de 2013. Il faut savoir quand même que déjà avant l'orthophonie, j'avais déjà fait un changement d'études. Donc, moi, le changement, la nouveauté, les choses qui bougent, c'est pas quelque chose de nouveau chez moi, puisque j'ai fait une licence de sociologie, une licence de sciences politiques avant. Donc, j'ai fait 4 années de fac auparavant, puis après, j'ai fait une prépa ortho, puis les études d'ortho. Je me destinais, moi, à être chef de projet, c'est ce que je voulais faire dans l'humanitaire. Et puis, bon, différentes expériences ont fait que je me suis éloignée de ce projet-là, et puis qu'on m'a parlé de manière assez fortuite de l'orthophonie. Et je me suis dit, tiens, ça fait 2 ou 3 fois qu'on me parle de ce métier que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Donc j'avais 23 ans à l'époque et puis je me suis dit tiens je vais regarder, j'ai trouvé un blog d'une ortho qui parlait de ça et je me suis dit oh génial. Bon, je vous passe les avantages que je trouvais à ce métier-là, il y en a plein. Je me suis dit bah allez banco, c'est parti, je me reconvertis. J'avais pas un métier mais j'étais quand même embarquée sacrément dans des études qui n'avaient rien à voir. Donc voilà, diplômée en 2013. Donc je fais à l'époque 4 ans d'études. J'ouvre mon cabinet l'année d'après. Je travaille pendant 4 ans dans mon cabinet que j'ai ouvert. Et puis au bout de 4 ans, enfin c'est pas au bout de 4 ans, au bout de très peu de temps, je constate que je suis dans un cabinet, enfin je constate, je le savais déjà, j'étais dans un cabinet avec seulement un Velux que j'avais pris en me disant je prendrai mieux après, le cabinet n'est pas très cher, je lance mon activité, on verra. Et puis ce manque de lumière, ce manque d'aération était quelque chose de très pesant pour moi.
Et petite anecdote, mon compagnon, qui lui est du genre, on serre les dents, c'est comme ça, c'est la vie, avec plein de croyances comme ça, me disait, écoute, quand je me plaignais du cabinet, il me disait, c'est comme ça, c'est la vie, on serre les dents, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, tu sais, ce genre de phrase un peu, voilà, qui te freinent un peu dans tes velléités de changement. Et puis je me disais, il a peut-être raison. Je fais exprès de partager ça parce que je pense que c'est vraiment connecté avec ce que tu peux transmettre, toi, avec cette idée que bah, quand on a envie parfois d'un changement à l'intérieur, il faut savoir aussi s'écouter et pas forcément écouter ce que les gens autour de nous disent. Donc c'est pour ça que je raconte cette petite anecdote-là. Et donc pendant voilà 1 an et demi, 2 ans, je me dis bon, il a raison, je suis capricieuse, c'est comme ça la vie, on peut pas tout changer. Donc je serre les dents et puis je me dis quand même ça me plaît pas parce que moi je suis une fille de la nature, j'aime être à l'extérieur, donc c'était un peu dur de pas avoir de cette vue vers l'extérieur. Et puis le 8 mars, alors j'ai pas l'année, j'ai la date parce que c'est une date symbolique quand même pour nous les femmes. Le 8 mars, donc 4 ans après le démarrage de mon exercice, je sors du cabinet. Là, je me fais éblouir par la lumière en mars et je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible que je sois dans l'ombre dans le cabinet toute la journée et que quand je vais chercher mon sandwich ou ma salade à midi, je sois éblouie comme ça. Donc je remonte au cabinet, je fais ma lettre de départ. Donc j'avais 6 mois de préavis, je vais déposer le préavis au pharmacien qui était juste en dessous. Et donc ça y est, c'était parti, je fermais mon cabinet. J'avais pas pour projet d'arrêter l'orthophonie à ce moment-là, j'avais pour projet de changer de locaux en me disant, mets-toi le feu, ça faisait plusieurs mois que je cherchais mais que je trouvais pas. Mets-toi le feu, tu auras que 6 mois. Et puis si tu trouves pas, eh bien on verra. Et puis donc bah, 6 mois passent, je trouve pas de locaux parce qu'à l'époque c'était le début des règles, tu sais, pour l'accessibilité. Enfin, ça avait déjà un petit peu démarré, mais ça commençait à être un peu coercitif. Il fallait, voilà, il y avait de plus en plus de règles qui étaient mises en place. Et donc, c'était dur de trouver des locaux dans le village où j'étais. Et donc, bah, arrive septembre, pas de locaux et bah ok, j'arrête. Alors ça s'est pas passé comme ça, bien sûr. J'ai prévenu mes patients. Je savais dès le mois de juin que j'allais pas de toute façon certainement trouver, donc j'ai tout simplement arrêté mon activité d'orthophoniste à ce moment-là. Euh, alors pourquoi j'ai fait le choix aussi de l'arrêter? Donc il y a eu cette histoire de cabinet, mais pas que. Il faut savoir que il faut savoir que 1 an et demi avant la fermeture de mon cabinet, donc ça faisait 2 ans et demi à peu près que j'avais démarré l'orthophonie. Je découvre sur Internet le concept du bullet journal sur un blog américain. Donc là, on est en 2015, quelque chose comme ça, 16 peut-être. Et ce concept n'était pas du tout connu en France. Il y avait un petit blog qui en parlait, mais vraiment à peine. Et, euh, et je me dis, mais c'est incroyable. Je sais pas si tu connais, Solène. Oui. Ouais. Donc je me dis, c'est incroyable, c'est génial. Moi qui étais toujours à l'affût technique d'organisation, j'avais presque organisé d'ailleurs l'équivalent d'un bullet journal dans un classeur avec des intercalaires, avec des sections. Donc j'avais déjà touché du doigt un peu ce que propose le bullet journal. Puis donc je découvre le blog de Beau Berry, le papesse du bullet journal, en tout cas dans ses débuts. Après, je pense qu'elle a arrêté, mais et je me dis, il faut que je crée un blog pour parler de ça. Donc là, c'était une envie, vraiment un espèce de un feu intérieur qui m'a fait me dire, mais donne du temps comme ça, il n'y avait pas de projet entrepreneurial derrière ça, hein, juste diffuse cette information de ce concept qui est incroyable. Donc je crée un blog à ce moment-là, je me forme à WordPress, tu vois, en regardant des vidéos. Donc je crée mon blog, je crée 2, 3 articles par semaine parce que j'avais compris que pour avoir un bon référencement, il fallait qu'il y ait du contenu, notamment pour le référencement organique. Et donc, je rentre du cabinet le soir, je mange et de 21 h à minuit, 1 h du matin, parfois, je rédigeais des articles sur le bullet journal. Et donc, mon blog explose parce qu'il y a une bonne visibilité. C'est un des premiers blogs en France qui parle de ça. Et donc, je suis contactée par un éditeur, les éditions pardon, Solar, qui me propose de faire mon cahier à ce sujet. Donc, les mon cahiers, c'est des petits carnets de 90 pages voilà, qui aborde différentes thématiques sur le bien-être, l'organisation, le développement personnel. Et il me propose de faire un carnet sur ça. Donc, quand je quitte mon cabinet, 4 ans après le début de mon exercice, j'ai lancé déjà à mon cahier. Je suis en train d'en rédiger un deuxième chez eux sur la même thématique, mais sur un angle différent. Et donc, j'ai un petit complément de revenu à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça que je fais cette précision-là, c'est que je pars pas en me disant, je ferme pas mon cabinet en me disant, je m'en fous, on verra.
j'ai mon mec qui suit derrière. C'était pas du tout ça. Certes, j'avais mon compagnon qui pouvait suivre derrière financièrement, mais moi, très, très fière, il était hors de question qu'il paye quoi que ce soit. Donc, j'avais de l'épargne que j'avais mise de côté pendant mes 4 années d'études, mes 4 années de pratique. Donc, j'avais une épargne qui me permettait d'arrêter le cabinet, de prévoir les charges qui allaient survenir l'année d'après, tout en ayant un peu des sous de côté. Parce que j'avais, alors à l'époque, pas calculé ma rentabilité, mais je me versais pas énormément et donc je laissais pas mal de côté en prévision. Donc j'avais des sous de côté, j'avais cette petite rentrée financière du monde de l'édition. Faut pas rêver, c'est pas énorme. Pour être honnête, je crois que j'ai touché 1500 ou 2000 € d'avance sur droit d'auteur pour chaque livre que j'ai créé. Et puis après, en fonction des ventes, j'avais des royalties qui survenaient une fois par an. Mais bon, c'est pas ça qui allait me faire vivre non plus, mais j'avais quand même ces projets-là qui étaient en cours et qui me faisaient gagner un peu d'argent. Et puis, j'avais surtout la croyance très importante que de toute façon, j'allais me démerder. J'allais trouver de quoi faire, réouvrir un cabinet d'orthophonie dans une autre ville, faire des remplats, faire des collabs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit remplat quand j'ai fermé mon cabinet l'été pour gagner un peu de sous. C'est l'avantage pour moi de ce métier d'orthophoniste, mais de soignant quand même de manière générale, parce que je sais que tu t'adresses aux soignants de manière générale, c'est que dans la plupart des métiers de soignants, on a une sécurité ou une relative sécurité de l'emploi qui fait que bah, si ça se passe mal dans l'autre activité qu'on développe, on peut se dire, bah, voilà, à tout moment, bah, je refais un peu d'orthophonie ou de l'autre métier que je faisais. Je crois que tu l'as dit en story Oui, aujourd'hui. J'ai vu ta aujourd'hui story. même. Cette idée que bah, voilà, si ça fonctionne pas comme on avait prévu, eh bien, on a toujours cette sécurité-là. Et ça, c'est pour moi incroyable. Et j'en parle souvent avec mon compagnon qui est dentiste, qui a la même sécurité. C'est que si on veut changer de vie du jour au lendemain, eh bien, en fait, si notre projet ne marche pas, on peut revenir en arrière et tous les deux reprendre nos anciens métiers. Alors au début, si ça fait quelques années, on va galérer un peu pour prendre le truc, tu vois, le pli de notre métier, mais en fait, notre métier, on le connaît et on va voilà, au bout de quelques mois, ce sera bon. Et ça nous fera rentrer de l'argent très rapidement, ne serait-ce qu'avec un remplacement. Voilà, il y a des remplacements. En tout cas, en orthophonie, il y en a beaucoup, parce que comme il y a 95 ou 96% de femmes, il y a des congés mat à foison. Donc, on peut faire des remplacements très, très facilement. Puis, il y a des collabs aussi. Mais dans tous les métiers, il y a des remplacements de toute façon. Et je pense que du coup, en tant que soignant, on a cette sécurité-là pour développer une activité entrepreneuriale que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. Et clairement, pour moi, ça, c'est une chance. Ouais, complètement. Puis même dans les grandes villes, moi j'ai fait mes études à Marseille, j'ai vu dans les hôpitaux, dans les cliniques, il y a beaucoup de demandes de salariat, mais sur une journée, 2 journées par semaine. Ouais, Donc ça peut aussi être une bonne solution pour faire rentrer un peu d'argent tout en ayant du temps à côté et pas avoir un temps plein dans un cabinet tout ou à ailleurs. fait. Et ouais, c'est vrai que en fait on risque pas grand-chose, on sera jamais à la rue, quoi. Ben, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, peut-être que c'est facilité ben, par le fait que j'ai un compagnon qui, derrière, peut assurer. Même si, dans le fond, je lui ai très peu demandé de compenser mes pertes financières. Juste à un petit moment de vie, j'en reparlerai peut-être plus tard. Je lui ai demandé de me faire l'équivalent d'un prêt, une somme que je lui ai remboursée quelques mois après. Mais finalement, lui, il a très peu compensé mes pertes financières. Après, j'ai aussi dans ma tête l'idée de me dire, bah, s'il m'arrivait quelque chose, que j'étais plus avec mon compagnon, eh bien, bah, qu'est-ce que je pourrais avoir? Ça, c'est vraiment un fonctionnement que j'ai souvent de me dire, si tout flanche dans ma vie, au niveau pro et perso, à quoi je peux me raccrocher? Et ben voilà, moi j'ai la chance, entre guillemets, de me dire, bah, je peux aller vivre chez mes parents, si besoin. J'ai pas envie d'aller vivre chez mes parents, hein. Moi, je suis partie à 18 ans pile et mon but, c'était de jamais revenir parce que c'était un peu compliqué quand j'étais ado. Mais si je dois retourner chez mes parents pendant quelques semaines ou quelques mois parce que je suis en grande difficulté financière pour une raison ou pour une autre, que ce soit parce que j'ai choisi de prendre un risque professionnel ou c'est parce que je subis une séparation ou quelque chose de plus grave, eh bien je sais que je peux retourner chez mes parents pour quelques mois ou j'ai 2 frères ou peut-être aller chez mes frères pendant quelques temps. Ça, c'est des choses auxquelles je pense parce que pour moi, c'est aller chercher la sécurité dans ma tête. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne veux pas ça. Je ne veux pas retourner chez mes parents, je ne veux pas vivre chez mes frères ou chez des amis ou voilà. Mais c'est quelque chose qui vient me rassurer. Moi, je dis souvent en coaching que la peur, elle agit comme un drapeau rouge qui vient dire attention, il y a un danger comme ça. Et quand la peur vient nous dire qu'il y a un danger, elle vient nous dire n'y va pas.
n'y va pas, ça peut être dangereux. Un peu comme on va traverser la route et puis en vision latérale, périphérique, on voit qu'il y a une moto qui arrive très très vite alors que c'est vert pour le piéton. Eh bien, notre système intérieur, interne, notre amygdale va activer des réflexes de peur qui vont faire qu'on va reculer pour pas se faire écraser par la moto. C'est un peu le même fonctionnement, je simplifie, mais c'est un peu le même fonctionnement pour le quotidien. Quand on veut se lancer dans un projet et qu'on a la peur qui s'active, c'est un drapeau rouge qui dit est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Est-ce que tu es sûr que c'est safe? Franchement, moi, à ta place, je resterais là où tu es parce que c'est plus sécurisé. Et donc, pour faire taire ce petit drapeau rouge qui s'active, qui est plutôt une bonne chose, c'est excellent qu'on ait des systèmes d'activation de la peur qui nous fassent éviter de prendre des risques inconsidérables, inconsidérés. Euh, c'est très bien. Et en même temps, il faut savoir discuter avec cette peur-là. Ok, donc là, tu me dis de pas y aller parce que si, parce que mi. Mais attention, moi, j'ai cette sécurité. Donc là, ça peut être le dialogue qu'on peut avoir. J'ai cette sécurité de bah, si mon projet pro flanche, bah, j'ai mon compagnon. Si j'ai pas mon compagnon, j'ai mes parents. Si mes parents sont pas là, j'ai mes frères qui pourraient m'aider. Et donc, en venant dire tout ça à la peur, en venant lui dire, t'inquiète pas. J'ai toujours quelque chose en arrière-plan qui fait que si ça se passe pas bien, je pourrais solliciter de l'aide à des personnes qui me sont chères. Eh bien, la peur, le drapeau de la peur baisse un peu en intensité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de peur, parce qu'il n'y a jamais pas de peur quand on se lance dans un projet entrepreneurial, mais ça veut dire qu'on fait baisser un peu l'intensité du drapeau de la peur, et donc on ose davantage se lancer. Et donc moi, ce dialogue intérieur avec cette notion de sécurité, de recherche de sécurité, je l'ai régulièrement. Et du coup, ça me permet de me dire, bon, bah, cool down, on est tranquille, on peut y aller, on peut prendre un petit peu de risque, mais à minima, parce que moi, je suis pas une fille qui prend des gros risques. Mon compagnon dit parfois que je suis tête brûlée, puis quand on en discute, je lui dis, mais chaque décision que j'ai prise était posée, réfléchie, j'avais toujours un peu d'argent de côté, j'avais toujours un plan B au cas où, des choses comme ça. Effectivement, il me dit, t'as raison, en fait, t'es pas une tête brûlée, c'est que juste toi, quand t'as envie d'un truc, t'y vas. Et pour lui, ça, c'est tête brûlée. Alors que Ouais. pour moi, tête brûlée, c'est j'y vais, j'ai pas réfléchi. C'est-à-dire, j'en sais rien, je ferme mon cabinet là, demain, je pète un câble, je ferme mon cabinet alors que j'ai pas de sous de côté. Donc, je peux pas anticiper les charges qui vont survenir pour clôturer mon activité. J'ai pas de plan pour lancer un business à côté. Ça, pour moi, ça, c'est tête brûlée. Mais une orthophoniste qui baisse un peu son temps d'activité, commence à développer ou une orthophoniste ou n'importe quel soignant, qui commence à développer une petite activité à côté, ou qui prend un salarié à mi-temps pour s'assurer un minimum de revenus, qui justement voit avec le partenaire de vie comment est-ce qu'on peut faire au niveau financier, qui se pose des questions sur si mon partenaire de vie n'est plus là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, qui programme un peu tout ça dans sa tête, ben pour moi, c'est pas une tête brûlée. C'est Ouais. quelqu'un de courageux qui se lance, mais c'est pas une tête brûlée. Ok, c'est super intéressant comme notion. Et du coup, justement, donc, tu as fermé ton activité libérale, tu avais déjà des petits revenus avec les petits cahiers que tu avais sortis. Ouais. Ça a été quoi la suite? Comment t'en es venu à ce que tu fais aujourd'hui? Il me semble que tu as une autre activité de coaching qui n'a rien à voir avec l'orthophonie aussi. Ça a été quoi la suite pour toi? Alors, la suite, elle a pas été aussi limpide que ce qu'on pourrait imaginer. Puisque donc j'ai fermé mon cabinet et donc j'avais ce petit plan B de continuer le monde de l'édition. Donc j'avais plusieurs projets avec l'éditeur. Finalement, j'ai édité 4 livres, dont un qui m'a demandé quasiment aucun travail de rédaction. C'était un petit cahier à compléter. Mais finalement, j'ai fait 3 livres. Mais ça suffisait pas en termes de revenus, clairement, sur l'année. Mon père, qui est exploitant agricole, qui a une exploitation agricole, m'a dit, écoute, lui, il fait des pêches et abricots, nectarines. Il m'a dit, l'été, on a toujours besoin de personnes de confiance dans l'équipe. Moi, je connais très bien, je travaillais pendant des années là-bas quand j'étais étudiante. Il me dit, si tu veux, l'été, là, pendant que tu fermes ton cabinet, viens travailler, ça te fera un petit complément de revenu. Et puis moi, j'étais à mes côtés, ça me rassure. Donc, j'ai fait ce petit travail-là qui a été d'ailleurs extrêmement satisfaisant, petite parenthèse, parce que je faisais un peu du secrétariat, gestion RH, des choses comme ça. Et en fait, c'était satisfaisant parce que le soir, je finissais la journée et j'avais le sentiment d'accomplissement que j'avais pas en orthophonie. Puisqu'en orthophonie, bah, évidemment, on accomplit des choses toute la journée, mais tu le sais, les soins sont longs, on n'a pas toujours des résultats. Parfois même, on refait des tests et l'écart type et c'est encore agrandi mais parce que l'enfant il peut passer d'une classe à la classe supérieure et donc on lui en demande plus, mais lui, il a évolué, mais pas suffisamment. Donc en fait, je trouve que ce sentiment en orthophonie qu'on peut avoir de quelque chose d'un peu lent, un peu laborieux parfois en fonction des pathos, je l'avais pas du tout quand je
travailler chez mon père avec vraiment ce truc de oh, bah, génial, on a coché des trucs sur la to-do list et avec vraiment un sentiment, tu vois, d'accomplissement à la fin de la journée qui faisait vraiment du bien. Donc j'ai fait ça l'été, ça m'a permis d'avoir un peu de revenus. Puis mon père m'a gardé quelques heures par-ci par-là pour faire de l'aménagement au niveau organisationnel, gestion RH, productivité, structuration, parce que c'était pas mon métier, mais mon dada. Donc voilà, j'ai fait un petit peu ça comme ça, quelques heures, ce qui me ramenait voilà, quelques petits sous, tu vois, quelques centaines d'euros, mais vraiment là encore pas de quoi tenir. Et puis, cette même année, on a lancé avec une collègue psychologue une formation pour les orthophonistes qui s'appelait Orthozen, qui visait à accompagner les orthophonistes pour qu'elles soient davantage zen. Donc, on avait une formation sur 2 jours sur ça. Donc, on a fait, je crois, 3 sessions cette année-là, ce qui m'a aussi fait un petit complément de revenu. La même année, j'ai lancé des petits ateliers pour accompagner les personnes à lancer leur bullet journal. Donc, des petits ateliers en ligne. J'avais créé des petits produits, un petit e-book sur le bullet journal. Voilà, j'ai fait des petites choses comme ça toute l'année. Je t'avoue, sans avoir de plan très bien construit, c'est-à-dire que j'ai fait au feeling, un peu avec ce qui venait. Il y a les mois où je gagnais pas assez, ben, je prenais un peu dans mon épargne. J'ai aussi vécu plus simplement, même si j'étais jamais été une grande dépensière, mais j'ai vécu encore plus simplement, à carrément bah, plus dépenser du tout pour tout ce qui était frivolité, tu vois, vêtements. Bah voilà, j'allais te dire esthéticienne, tout ça, mais c'est des choses que je dépensais déjà pas beaucoup. Mais voilà, j'ai encore plus serré mes dépenses cette année-là parce que bah, je gagnais beaucoup moins, donc bah, j'ai compensé aussi. Ça me dérangeait pas parce que c'était au service, ça aussi c'est important pour moi de le dire, c'était au service euh, de cette envie de liberté que j'avais, de me dire, bah, cette année-là, j'ai quitté mon cabinet. C'est une opportunité que j'aurais peut-être pas 40 fois parce que j'avais quand même pas le projet d'arrêter l'orthophonie à ce moment-là, hein, pas complètement. Ça commence à me titiller un peu, mais voilà. Et je me suis dit, bah, profites-en, fais des trucs à droite, à gauche, explore, et puis tu verras. Et finalement, quand même, avec toutes ces petites activités de formation, petits ateliers, e-book, un petit peu chez mon père, un petit peu l'édition. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Les formations, je l'ai dit déjà. Je sais plus. Voilà. Sur ma feuille d'impôt, c'était une catastrophe parce qu'il y a 40 cases à cocher. C'est mon compagnon qui s'en occupe parce que lui, il a une feuille d'impôt qui est plus complexe encore. Mais il me disait, ton truc, c'est l'horreur, quoi. Et finalement, l'un dans l'autre, tu vois, j'arrivais à générer un revenu de 1200, 1500 euros à peu près chaque mois. Cumulé, tout cumulé avec mes droits d'auteur qui était quand même la première année ou la deuxième année de vente de mes produits qui était quand même assez intéressant parce que moi je parle librement d'argent hein, donc je donne des chiffres si ça te va pour que ça donne aussi une idée aux personnes qui écoutent qui voudraient peut-être se lancer. La première année, je me demande si j'ai pas touché 3 ou 4 000 euros la deuxième année de droits d'auteur. Donc, tu vois, qui sont arrivés en juin comme ça sur le compte. Donc, c'était plutôt intéressant. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même eu beaucoup de ventes de mon premier carnet qui s'appelle mon bullet agenda. Je crois qu'au total, on a dû faire 18 000 ventes depuis le début. Après, ça a vachement freiné, mais les deux premières années, ça a été assez incroyable. Sachant qu'à mon cahier, normalement, l'éditrice, quand elle m'a contactée, elle m'avait dit oh, les bons, mon cahier, on arrive à faire 10 000 ventes à peu près. Donc, nous, on a explosé parce que Bullet Journal, c'était une vraie mode, en fait, hein, pendant plusieurs années. Donc, ça aussi, ça a été un complément. Donc, lycée un peu surtout, ben, voilà, j'arrivais à m'en sortir avec l'équivalent d'un petit SMIC. Et ça m'a permis, si tu veux, de découvrir ce que c'était la vie entrepreneuriale. Puisque formation, un peu chez mon père, un peu à droite, à gauche. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Moi, j'ai une valeur liberté qui est maximale. C'est aussi pour ça que j'ai choisi l'orthophonie au départ, parce que libérale, profession libérale, mais qui, je l'ai constaté, rendait un peu moins libre que ce que j'imaginais, parce que si tu veux pas travailler pendant les vacances scolaires, en décalé des vacances scolaires, bah du coup tu gagnes pas beaucoup pendant les vacances scolaires, puis tu refermes ton cabinet pendant 15 jours après les vacances scolaires, et là du coup bah pendant presque un mois tu gagnes pas grand-chose. Donc je me sentais un peu obligée de prendre mes vacances pendant les vacances scolaires alors que j'ai pas d'enfant et que j'avais envie de faire autrement. Donc cet aspect de liberté-là m'embêtait un peu, puis les horaires aussi. Forcément, il y a plus de demandes entre 17 et 19 ou entre midi et 2, donc je trouvais que c'était pas évident de choisir ces horaires.
Aujourd'hui, si je reprenais un cabinet, je ferais peut-être un peu différent et je fixerais encore un peu plus mes propres règles. Mais à l'époque, quand j'ai ouvert mon cabinet, voilà, je me suis dit, j'ai pas le choix. Voilà. Donc, je trouvais qu'il y avait finalement un peu moins de liberté que ce que j'imaginais. Il y en a, bien sûr, mais il y en avait moins que ce que j'imaginais en orthophonie. Et là, tu vois, dans cette expérience un peu entrepreneuriale, semi avec un peu de salariat chez mon père, bah, je travaillais de chez moi. Le lendemain, je prenais ma voiture, j'allais chez mon père. Le surlendemain, je voyais Amélina, ma collègue psychologue pour la formation. C'était un peu un touche-à-tout qui m'a vraiment, vraiment plu. Donc, j'ai fait ça pendant un an. Et n'hésite pas, Solène, à me couper parce que je t'ai dit, je suis pipelette. Et Oui, mais c'est très intéressant et je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu racontes, donc ouais, je te laisse ça continuer. marche. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait ça pendant un an. Et puis, je me suis dit, bon, au bout de 6, 8 mois, je me suis quand même dit, qu'est-ce que je fais avec l'orthophonie? Là, je me suis dit, bon, allez, tente le salariat. Dans mes entrailles, je savais que c'était pas fait pour moi parce que j'ai la valeur liberté, autodétermination des actions, des pensées qui est très forte. Mais je me suis dit, lâche pas le morceau, va voir un peu quand même ce que c'est, comme ça, t'as pas de regret. Moi, je me suis formée dès le départ, dès mon diplôme, vachement sur tout ce qui est petite enfance. Donc, je postule à un CAMS avec, donc, il y avait une tonne de formations qu'il fallait avoir en plus de sa formation initiale. Et j'avais toutes les formations et j'avais l'expérience parce qu'en cabinet, j'avais orienté ma pratique vers ces enfants-là, vers la petite enfance. Et donc, je postule et puis on me propose un salaire que je refuse. Donc, je demande une négociation de salaire et on me dit non. Voilà. Et moi, à ce moment-là, pour moi, c'était pas envisageable puisque on me disait que tu aies eu toutes les formations que tu as faites en plus ou que tu les aies pas eues, on t'aurait payé de la même manière. Et pour moi, c'était profondément injuste. On demandait une orthophoniste qui avait beaucoup d'expérience et de formation sur des sujets très spécifiques. J'avais tout ce qu'il fallait et on allait me payer de la même manière qu'une orthophoniste qui sortait de la fac et qui n'avait pas d'expérience ni de formation supplémentaire. Donc j'ai refusé, en fait, c'était un refus personnel, mais c'était aussi un refus un peu militant, tu vois, de me dire, bah merde, en fait, il faut qu'on refuse ça. Je sais qu'il y a des collègues qui n'ont pas le choix et qui acceptent parce qu'elles doivent accepter. Moi, j'avais le choix de refuser. Et donc, j'ai refusé en me disant, voilà, pour aussi marquer le coup. Bon, il se trouve que pendant des mois et peut-être des années, ils ont trouvé personne. Finalement, j'ai repostulé ailleurs dans un CMPP. C'était la même directrice avec qui, malgré tout, j'avais eu un très bon feeling. CMPP, ça me plaisait beaucoup moins, mais il se trouve que c'était dans ma ville. C'était plus simple. Le CAM, c'était assez loin, donc j'avais des frais d'essence en plus, tout ça. Et bon, il me propose le même type de salaire, mais sur un mi-temps, je me dis, écoute, allez, tant pis, fais taire ton militantisme, accepte, comme ça tu vois ce que c'est. C'est à 20 minutes de chez toi à pied, c'est facile, vois un peu. Donc j'accepte ce salariat. Ça ne me plaît pas les collègues hein, en soi, hein, mais le travail en salariat ne me plaît pas. Donc je fais ça pendant 9 mois. Il me propose de poursuivre, je refuse. Et donc c'est à ce moment-là, donc c'est-à-dire 2 ans après avoir fermé mon cabinet, un an où j'ai fait un petit peu des trucs à droite à gauche, on va dire un an où j'ai fait mon salariat, que je me dis qu'est-ce que tu fais maintenant avec l'orthophonie? Tu sais que le salariat, c'est pas OK. Bon, peut-être que dans un CAM, ça aurait été mieux, mais peu importe, le salariat, de toute façon, ne me plaisait pas. Est-ce que l'orthophonie te manque? Hmm, non, pas tant que ça. En tout cas, beaucoup d'aspects de l'orthophonie ne me plaisaient pas. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui me plaisaient et en même temps plein de choses qui me plaisaient pas. Donc, je me dis, bon, bah, tu réouvres pas de cabinet. J'étais trop bien, en fait, moi, d'être souvent chez moi, d'avoir une petite activité. C'est une drogue, quoi. Tu vois, en plus, j'ai aménagé un espace où je suis hyper. T'es d'accord? De ouf. Euh, c'est vrai que voilà, moi j'ai le soleil qui rentre, tu vois, je suis avec mon petit matcha latte avec mes chats à la maison, j'ai un confort en fait qui est juste incroyable. Et puis j'ai pris aussi en compte ma personnalité. Je suis une personne qui a besoin de silence, qui a besoin de calme, qui a besoin de tranquillité. Je suis pas une personne très sociale, très sociable, je sais jamais comment on dit. Euh, j'ai une jauge en fait de socialisation qui est très très vite en saturation, même avec mes amis et ma famille. Hein. Voilà, maintenant autour de moi on le sait. Et, voilà, si je dois partir plus tôt d'une soirée, on m'embête plus avec ça. C'est voilà, c'est bon, j'ai eu ma dose et je rentre. Et donc, bah, mine de rien, le cabinet, bah, c'est quand même 10, 15 patients qu'on voit tous les jours et avec qui, moi, j'estimais qu'il fallait que j'ai une énergie, une belle énergie, un bel accueil. Au revoir Mathéo, bonjour Julien, avec le sourire. Et on est là, on essaie de donner tout à son patient, en tout cas un maximum de l'énergie qui reste.
Et bah, mine de rien, je trouvais que c'était un métier qui était aussi épuisant sous plein d'aspects, notamment cette transition comme ça toutes les demi-heures que je trouvais invivable en fait en termes de rythme. Et je te vois bouger la tête et je vois que tu es d'accord. Ouais, complètement. Je sais pas, moi je trouverais ça vachement plus confortable d'avoir minima 45 minutes par patient, voire peut-être 1 heure pour qu'on ait le temps. Déjà, tu vois, ne serait-ce, c'est pas le sujet ici, mais une petite parenthèse, ne serait-ce que de prendre le temps de dire comment vas-tu? Alors c'est ce que je faisais, comment vas-tu? Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Est-ce que tu as des choses à me raconter? Mais bon, en même temps que je faisais ça, je sortais le dossier patient, j'allais chercher l'activité dans le placard, j'ouvrais pour qu'on avance, si tu veux. Bah, 30 minutes, ça passe hyper vite, en fait. Et je trouvais que, en tout cas, moi, la manière dont je faisais les séances, peut-être que je ferais différemment aujourd'hui, mais je trouvais que on était compressés, moi et le patient et moi, comme des citrons, en fait, sur ces 30 minutes. Et là, je me retrouvais à la maison à gérer mon emploi du temps un peu comme je le souhaitais, à gérer les rendez-vous que je voulais mettre un peu comme je le souhaitais. Et je trouvais ça, waouh, juste incroyable. Donc voilà, pour résumer, on peut dire que 2 ans après la fermeture de mon cabinet, je prends acte que, ah, il y a peut-être des chances, là j'ai pris goût à autre chose, il y a peut-être des chances que je refasse pas d'orthophonie. Euh, et là, je me dis, mais du coup, comment je pourrais professionnaliser un peu ce que je touche sur du bout des doigts, là, des petits ateliers bullet journal, de la formation, mais sans vraiment professionnaliser, comment je pourrais faire? Et là, du coup, c'est là où j'ai décidé de me former au coaching professionnel. Donc, j'ai fait une formation en décembre de cette même année, donc quelques mois après avoir terminé le CMPP. Je fais une formation qui s'appelle Coaching Ways, qui est une formation qui est connue, et relativement reconnue dans le monde du coaching, parce qu'elle a certaines certifications. Donc, une formation qui a duré, alors c'est 7 mois de formation, mais c'est un week-end par mois, donc c'est pas une formation qui est très lourde non plus. Elle est lourde financièrement, mais pas lourde temporellement. Même si on s'entraîne à coacher entre les sessions, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait, qui peut se faire tout à fait par une collègue, un collègue euh, soignant qui a envie de se former au coaching professionnel. Et donc, à partir de là, ben voilà, je me sentais davantage, si tu veux, légitime à proposer des accompagnements parce que voilà, j'estimais que j'avais une posture qui était un peu différente. Et donc, à partir de ce moment-là, donc j'ai commencé à proposer de manière un peu plus structurée, un peu plus sérieuse, des accompagnements dans le monde du développement personnel. Tu disais tout à l'heure que j'avais une autre activité à côté d'extra-ortho, et effectivement, au départ, en fait, j'ai quitté l'orthophonie un peu complètement en me disant, bon, bah, je tourne la page et puis je démarre autre chose. Et donc, j'ai fait du coaching spécialisé dans l'accompagnement des femmes, principalement sur la question de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'affirmation de soi, et puis avec toujours une petite dose de productivité, organisation, gestion du temps, qui sont aussi vraiment des choses que j'adore. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à structurer, à savoir un peu, voilà, à lancer mes premiers accompagnements un peu plus professionnalisants, parce que là, j'avais, si tu veux, pris la décision dans ma tête de me dire, ben, allez, maintenant, c'est ça mon métier. C'est pas, je fais un petit peu, tu vois, comme quand j'ai quitté mon cabinet, c'était un petit peu, bon, je verrai, je vais faire deux, trois petits trucs, on verra. Là, j'avais un peu plus de pression, je te le cache pas. Je me suis dit, il faut que je commence à gagner ma vie avec ces trucs. J'avais plus trop d'argent sur les droits d'auteur, ça commençait un peu à baisser, c'était intéressant, mais ça commençait à baisser. Je travaillais toujours un peu chez mon père, mais quand même beaucoup moins, vraiment très peu, surtout sur les questions de recrutement avant l'été. Ça suffisait pas du tout pour avoir un revenu. Et la formation avec Amélina, la formation orthosène, on l'avait arrêtée l'année d'après parce que on avait du mal à communiquer dessus. On avait, voilà, la dernière session qu'on avait faite, on l'avait peu remplie. Et donc, bon an, mal an, chacune, on avait nos activités à côté. Et on a un peu laissé un peu traîner, on n'a pas relancé. Donc là, j'ai commencé un peu à structurer. J'ai lancé un premier accompagnement de 6 mois de coaching sur la question de voilà, confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi. Et là, anecdote, mais quand même hyper important, sans le vouloir, j'ai recruté dans cette première cohorte de coaching. Donc, j'ai eu 17 personnes sur un coaching quand même premium, à plusieurs, je crois qu'il était à 2 500 € à l'époque, ou peut-être 2 200 le tout premier. Donc, ça, c'était quand même il y a 2 3 ans, hein. J'ai eu beaucoup d'orthophonistes. Alors, j'ai pas cherché à recruter chez les orthophonistes, en tout cas pas volontairement, mais, et ça c'est important aussi, j'ai envie de le transmettre, quand j'ai transité et que je suis passée vraiment à je suis coaching full time, en fait, je suis pas partie de zéro parce que
Moi, je dis souvent que je suis comme un cairn. Je sais pas si tu vois ce que c'est les cairns. Tu sais, quand on fait les randonnées, voilà, les petites pierres qui s'accumulent. Je sais pas quelle symbolique ça a, mais voilà. Je suis un cairn. Donc, c'est-à-dire que chaque chose que je construis, elle repose sur les pierres qui sont en dessous. Le monde du coaching, j'aurais pu partir de zéro, mais en fait, non. Si j'ai recruté des orthophonistes pour ces premières sessions, c'est parce qu'en fait, j'ai été connue par mon petit blog où je parlais de bullet journal et où je parlais de bullet journal pour les orthophonistes aussi. J'avais fait quelques sections pour les orthophonistes, j'avais fait quelques sections sur l'organisation pour les orthophonistes. Et donc, j'avais des orthophonistes qui me suivaient sur mon blog et qui, du coup, m'ont suivi sur ma page Instagram qui s'appelait POA aussi à l'époque. Et donc, quand j'ai lancé mes accompagnements, bah, naturellement, les orthophonistes qui m'avaient suivi pour le bullet journal, suivi un peu pour les conseils d'organisation pour les orthophonistes, ont vu mes accompagnements en coaching et celles qui étaient réceptives à mon offre ont eu en fait naturellement beaucoup plus confiance en moi que si j'étais une coach random elles avaient trouvée, tu vois, sur les réseaux sociaux, parce que avec l'idée qu'elle est orthophoniste, déjà, il y a, tu sais, il y a une espèce d'idée de gage de sérieux qu'on peut attribuer à une collègue qui fait le même métier que nous. Bah, elle est ortho aussi, donc ça devrait pas être quelqu'un qui va m'arnaquer, tu vois. Donc il y avait cette idée-là, et puis il y avait peut-être cette idée aussi de, elle va comprendre ce que je vis. Si je parle de problématiques professionnelles, elle va comprendre ce que je vis. Alors, il se trouve que on parlait un peu de pro, mais c'était pas du tout le sujet principal dans les coachings, même si on l'abordait. Mais voilà, donc le fait que j'ai fait ce blog pendant que j'étais encore orthophoniste, etc., ça a fait que j'ai recruté ma première cohorte. Et tu vois, si tu fais 17 fois 2 200 euros, ça m'a fait un joli chiffre d'affaires sur un premier lancement pro, qui était pour moi un chiffre d'affaires qui était énorme. Donc voilà comment j'ai transité petit à petit de l'orthophonie à plus vraiment d'orthophonie, à je reviens un peu en orthophonie en salariat, à OK, il y a des chances que j'arrête l'orthophonie et donc qu'est-ce que je fais pour professionnaliser ma formation en coaching et puis je me lance. Euh, Est-ce que je continue ou tu as une question J'avais une question Ouais, justement par ouais, vas-y. rapport à ce que tu disais là. Tu t'es formée en coaching pour apprendre à coacher. Et il y a quand Oui. même un monde entre avoir des compétences dans un domaine et réussir à les communiquer et à les vendre, chose d'ailleurs que tu as très bien fait dès le début. Est-ce que en plus de ta formation coaching, tu as fait des formations en lien avec l'entrepreneuriat? Ok, super. C'est ce que j'allais te dire, mais du coup, tu rebondis parfaitement. Donc, donc je lance cette première cohorte, ça s'appelait Programme OSE. Et puis, je me dis, bon, ça a super bien marché, c'est cool, ça y est, j'ai un peu de revenus pour les 6 prochains mois, parce qu'en plus, c'était un paiement échelonné, donc ça me faisait des rentrées chaque mois. Donc déjà, tu vois, ça faisait baisser la pression de me dire, est-ce que je vais gagner de l'argent? Là, pour les 6 mois qui allaient venir, j'avais un petit revenu qui était intéressant. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que tu développes encore un peu plus tes compétences en com, en marketing, tout ça. Alors, petite parenthèse, pardon, j'avais oublié de dire que quand même, pour lancer mon premier accompagnement un peu professionnalisé, j'avais quand même fait une petite formation en ligne avec Live Mentor, qui existe toujours hein, sur le marché de la formation en ligne, qui était une formation sur le marketing digital. Voilà. Donc, je l'avais payé avec mon CPF que j'avais eu de mon salariat ortho et chez mon père. Et donc, ça m'a permis d'avoir quelques bases, si tu veux, sur la com, le marketing digital. C'était une formation en ligne. J'avais eu un tout petit coaching de 2 fois une demi-heure ou 3 fois une demi-heure avec une coach. Voilà. Je te dis pas que c'était l'accompagnement du siècle, mais c'était un démarrage. C'est un truc qui m'avait pas coûté énormément d'argent, mais c'était quand même, ça m'a permis de savoir un peu quoi faire, parce qu'évidemment, comme toi, j'imagine, au départ, bah, on est formé ortho. Nous, la com, la vente, le marketing, marketing digital, qui est encore un truc encore particulier avec les réseaux sociaux, bah, c'est un truc très spécifique. Et si on ne sait pas faire, bah, c'est quand même bien de pouvoir se former à minima ou de se faire accompagner, ou les deux. Donc, j'avais fait ce petit truc-là, mais je m'étais dit, donc après le lancement de mon premier hausse qui marche bien, je me suis dit, ah, il faut quand même passer la seconde. Et donc là, effectivement, je me suis inscrite à l'I56, qui est l'incubateur 56 de Romain Collignon, qui s'appelle aujourd'hui Squared. Enfin, Romain Collignon est toujours l'accompagnateur, mais maintenant sa société s'appelle Squared. Et donc, c'était un incubateur qui, pour simplifier, aidait les entrepreneurs à passer de 5 chiffres dans leur chiffre d'affaires à 6 chiffres.
donc de moins de 100 000 de chiffre d'affaires à plus de 100 000 de chiffre d'affaires. Donc, je me suis inscrite, cet accompagnement n'existe plus chez Squared. Maintenant, ils font plus que des accompagnements pour entrepreneurs encore plus avancés, avec des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés. Donc voilà, c'était quand même un accompagnement qui, à l'époque, m'avait coûté plusieurs milliers d'euros. On est sur quelque chose de 5 à 6 000 euros, peut-être, pour l'accompagnement. Pour un accompagnement, alors après, on s'en fout des conditions d'accompagnement, mais voilà, donc c'était quand même un sacré investissement pour moi d'investir, de mettre cette somme-là qui me paraissait faramineuse. Et en même temps, bah, j'ai été accompagnée pour structurer ma réflexion sur mon client idéal, mon offre, créer une offre idéale, créer euh, voilà, créer aussi un contenu, si tu veux, dans mes accompagnements, qui soit des contenus de valeur, montrer cette valeur, communiquer cette valeur, etc. Donc effectivement, j'ai été accompagnée pendant 1 an dans cet incubateur pour structurer un petit peu tout ça. Et ça, pour moi, ça a été euh, clairement indispensable d'avoir un interlocuteur professionnel, plusieurs interlocuteurs même dans ce cas-là, mais pour pouvoir travailler à structurer mon activité. Donc ça a été très, très important. Et je pense vraiment à un game changer dans le développement de mon activité entrepreneuriale. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se serait passé si tu l'avais pas fait, à ton avis? Je pense que ça serait allé beaucoup. Bon, c'était pas très clair ma phrase, mais ça aurait été beaucoup plus lent. Voilà, le développement de mon activité aurait été beaucoup plus lent. Je te dis pas que j'aurais laissé tomber parce que je suis assez tenace. Mais peut-être qu'à un moment donné, face à des difficultés financières, j'aurais peut-être été obligée de me dire, ben, je peux plus. En fait, la première cohorte, c'est bien recruté, la deuxième, c'est mal recruté. J'ai pas de rentrée d'argent. Qu'est-ce que je fais? Donc, je pense que ils m'ont aidé. Bah, je pense que ça m'a aidé à encore développer mes compétences. On va dire de manière générale en marketing digital, comme des choses comme ça. Ils m'ont aidé à avoir un regard extérieur sur mes offres. Parce que quand tu es tout seul chez toi, devant ton ordi, bah, t'as pas de... difficile de prendre de la hauteur. C'est un peu ton bébé, tu crées ton projet, tu crées ton offre de service, tu es comme ça dedans, quoi. Et tu as du mal, en fait, à prendre de la distance, de la hauteur. Donc, ils m'ont aidé à avoir cette hauteur-là, ce regard un peu critique. Ils m'ont aidé aussi, pardon, à travailler sur mon mindset entrepreneurial, tu vois, notamment au niveau des prix. Ouh là là, faut pas trop faire trop cher, tout ça. Ils m'ont aidé sur le fait de, bah oui, il faut que tu parles de ton offre, parce que si t'en parles pas, personne saura. Moi, je disais, je veux pas trop en parler en story, je veux pas saouler les gens, tu vois, ce genre de truc que tu dois bien connaître. Donc voilà, ils m'ont aidé en fait à sortir les œillères que j'avais de je veux vendre, mais pas cher, en vivre, mais pas trop en parler, tu vois. Bah, du coup, arrête, arrête tout, parce que si t'en parles pas, bah, tu vendras pas. Si tu vends pas assez cher, c'est-à-dire en termes de rentabilité, si c'est pas rentable pour toi, ben, t'en vivras pas, donc ça va s'arrêter. Et si tu penses que ton offre de service, c'est un cadeau que tu fais à tes clients, parce que tu leur offres un truc qui est vraiment génial, qui va changer leur vie, ben, l'idée, c'est que tu existes le plus longtemps possible. Si tu vends un produit qui est pas suffisamment cher et qui fait que 6 mois plus tard, tu disparais du marché, alors que tu penses que ce que tu offres, c'est génial, eh ben, du coup, c'est quand même de l'auto-sabotage. Parce que si tu veux le meilleur pour tes clients, il faut que tu existes le plus longtemps possible. Et si tu veux exister le plus longtemps possible, ben, il faut que ton offre, elle soit rentable. Si tu ne veux pas vivre de ton activité, eh ben, tu vas t'arrêter. Donc tu étais d'accord, hein? C'est ce que je dis tout le temps à mes clientes, et la phrase que j'aime bien, c'est vendre, c'est servir. Ouais, ouais. On est au service. Moi, j'estime que ce que je fais aujourd'hui, tu vois, par exemple, avec l'orthoorganiseur, donc juste en quelques mots, c'est une formation pour apprendre à utiliser Notion et des modèles de pages préconçus pour les orthophonistes pour gérer l'organisation au cabinet. Eh bien, moi, j'estime que cet orthoorganiseur que je propose à la vente, qui est mi-produit, puisqu'il y a des templates, une formation en ligne, mi-service, puisqu'il y a aussi du coaching une fois par mois pour répondre à toutes les questions des ortho-organisés, mais moi, j'estime que ça peut être, si les orthos l'investissent, un game changer dans leur vie. Et d'ailleurs, j'ai des retours euh, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, de collègues qui, en passant pour me demander une attestation de formation, me mettent PS, ça a changé mon quotidien, mais vraiment avec des mots très forts. Ça a changé ma vie, mais comment je faisais avant, c'est incroyable ce que tu as créé. Donc voilà, je me dis, ce que je crée est au service, en fait,
du mieux-être des collègues au cabinet pour que, en fait, elles aient un outil second cerveau qui les soulage au quotidien et qui fasse baisser leur charge mentale. Donc moi, je réponds quand je fais ça, bah déjà, je vis de mon activité, ce qui me permet, moi, de ne faire plus que ça aujourd'hui. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Euh, et, euh, et, euh, et de me dire que, voilà, ma mission, c'est de servir. Je sers à quelque chose, je suis au service de mes collègues, je fais du bien, en fait, aux collègues. Et ça, bah, moi, ça vient me nourrir intérieurement, ça vient me nourrir mon besoin de reconnaissance, tous les besoins qu'on peut tous avoir, tu vois, plus ou moins. Mais voilà, il y a du plaisir, en fait, derrière. Et je pense que c'est super important. Et cette notion de être au service de l'autre est vachement là-dedans, quoi. Ouais, carrément. Du coup, justement, comment t'es passé de POA à Extra Ortho aujourd'hui? Où est-ce que t'en es? Est-ce que t'es plus que sur Extra Ortho ou est-ce que t'es encore sur POA? Où est-ce que t'en Ouais. es? Alors, du coup, j'ai fait POA, donc ça s'appelle POA Project, le compte Instagram. Il est à l'arrêt aujourd'hui, mais vous pouvez toujours aller regarder. Il y a toujours du contenu qui est toujours sur la page, qui peut être intéressant. Donc, exclusivement dev perso au féminin. Dev perso terre à terre, hein. Je suis pas du tout sur les trucs assez mystiques, énergétiques, féminins sacrés. Moi, c'est des trucs que j'aime pas du tout et que je ne partage pas du tout. Moi, c'est vraiment du développement personnel. J'ai envie de dire basique, terre à terre. C'est plus de la psychologie sur soi, c'est-à-dire apprendre à s'observer, se regarder, et, observer ses pensées, tout ça. Donc j'ai fait ça pendant, on va dire, 1 an et demi, peut-être 2 ans, où j'ai lancé 5 cohortes du programme OSE, toutes remplies entre 14 et 17 personnes à chaque fois. Et j'ai augmenté mon prix parce que j'ai rajouté pas mal de prestations à l'intérieur de ce programme. Donc ça marchait bien, je pouvais ne faire que ça et je gagnais confortablement ma vie jusqu'à ce que je passe d'auto-entrepreneur à société, où là le passage entre les deux, juste pour situer pour celles et ceux qui connaîtraient pas, bah, du coup moi je suis passée à j'ai pas de TVA et j'ai peu de charges sociales à j'ai 20% de TVA qui s'enlève du coup automatiquement du prix, sauf que moi j'allais pas augmenter le prix de mes... Enfin j'aurais pu augmenter le prix de mon offre de 20%, mais ça faisait quand même une sacrée augmentation et donc c'était difficile de faire ça comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai perdu de l'argent dans cette transition. D'autant plus que quand je me verse un salaire en tant que SARL, je verse 40% d'URSSAF dessus. Et donc, bah, là aussi, du coup, je gagnais beaucoup plus quand j'étais auto-entrepreneur que quand je suis passée en SARL. Mais bon, on est sur un processus un peu plus durable avec la SARL. Et puis, c'est une stratégie qui est différente. Mais donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis, l'an dernier, j'ai voulu diversifier. J'ai créé une formation dans le cadre de POA Project. J'ai créé une formation qui s'appelait POA Notion, qui était une formation pour que les femmes apprennent à utiliser Notion pour leur organisation et leur dev perso. Donc j'ai fait une petite formation Notion et à l'intérieur, il y avait des modèles de pages pour organiser leur vie au quotidien. Voyages, médicaments, rendez-vous médicaux, to-do list, bref, pour organiser tous les pans de la vie, puis aspect développement personnel aussi, avec des suivis, du journaling, de l'exploration des gratitudes, voilà. Donc j'avais mis tout ça dans une formation que j'ai vendue en janvier 2023. Et là, bah, évidemment, comme j'étais toujours suivie par pas mal d'orthos, parce que chaque cohorte, il y avait toujours des orthos dans le programme OSE, bah, il y a pas mal d'orthos. Je me demande s'il n'y avait pas 70 à 80 d'orthos qui ont acheté, celles qui ont acheté, qui ont pris le pot à notion, cette formation. Et puis là, les collègues orthos m'ont contacté en me disant, mais Saskia, mais pourquoi tu fais pas ça pour les orthos en cabinet? Ah, j'ai dit non, écoute, j'ai pas envie de revenir dans le monde de l'orthophonie. Je suis sortie de là, laissez tomber les filles. Et puis, j'ai pas envie d'être en concurrente avec une collègue que je connais. Bref, je passe les détails, mais j'ai dit non. Et puis, je suis recontactée par une autre collègue qui me dit franchement, pour la notion, c'est super sympa. Mais putain, mais fais ça pour les orthophonistes et tout. Et donc là, les collègues insistent, et puis je me dis, merde, il y a de la demande. Alors, on te demande de créer un truc. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, on va dire mars de 2023, je m'ouvre à cette idée. Je me dis, bon, février-mars, je me dis, pourquoi pas? Je crée une page projet sur Notion, mais je me dis, j'attends, je termine ma cohorte OSE, j'attends. Je termine ma cohorte OSE en juin, ça y est, j'ai la tête libérée pour penser à autre chose. J'avais prévu de refaire une cohorte OSE du programme OSE en septembre, donc j'avais un peu tout l'été pour me dire qu'est-ce que tu fais. Donc là, en juin, je me pose et je me dis, allez, je le lance. Je vais faire ce projet-là. Donc je commence à créer le template. Et puis, je me dis, mais comment je vais communiquer sur ce template? Ma page Poa Project, elle parle de dev perso au féminin. Certes, il y a des orthophonistes, mais pas du tout en majorité. J'avais, je sais pas combien j'ai, 4000 personnes peut-être sur la page. Pas en majorité. Certes, c'est une majorité qui achète mes programmes, mais pas du tout
je pense, une majorité qui me suit, même si je n'ai pas vraiment de chiffres, majorité d'orthois. Donc, je me dis comment je vais pouvoir communiquer sur ce produit qui s'adresse à une autre niche. Pas d'idée, je continue à créer mon template, je me dis on verra. Je sais que, tu sais, parfois les connexions se font quand tu es en train de marcher dans la nature ou tu es en train de prendre ta douche. Et effectivement, ça s'est vraiment passé comme ça. Vraie histoire. Je pars en Corse pour le baptême de la petite d'une amie. Et j'avais pris mon iPad pour bosser un peu dans l'avion. Et puis je me dis, oh là, t'es explosé. Tu sais quoi, dors. J'avais les yeux qui brûlaient. Je pose ma tête sur la tablette. Donc, tu vois, Marseille-Corse, 1 heure peut-être, hein, je sais plus. Mais et là, j'ai pas réussi à dormir. Il y a eu une connexion qui s'est faite. C'était incroyable dans ma tête. Ça s'est fait comme ça. J'ai levé la tête et j'ai dit, oh, mais j'ai une idée incroyable. J'ouvre l'iPad, je crée une page projet. J'avais l'idée du nom, extra ortho. J'ai dit, je vais créer une page qui va parler de tout ce qui est extra orthophonique. Mais oui, c'est ça. C'est génial. Et j'étais presque encore plus emballée par ce projet que par l'idée de créer un template. Mais du coup, ça correspondait bien. Je me disais, ben, je vais créer une page pour les orthos qui va parler d'extra orthophonie. Et puis, si je vois que cette page, elle prend bien, je parlerai de mon template dedans à ce moment-là. Donc, je continue en parallèle à créer mon template. Donc, en août 2023, je crée la page extra ortho. En toute honnêteté, accompagnée par une coach Instagram, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, Caroline, qui m'a accompagnée sur bah, qu'est-ce que tu as envie de partager sur cette page, comment est-ce qu'on peut l'amener, qui m'a aidé à construire un peu le calendrier éditorial. Donc j'ai investi en fait sur ça en me disant, bon, bah, on va voir, j'avais envie de faire quelque chose de propre dès le début, ce que je n'avais pas fait dans Power Project, ou que j'avais fait vraiment un peu comme c'était venu, et c'était très bien aussi, hein, ça avait quand même marché. C'est important que je dise aux gens qu'on n'est pas obligé de faire ça tout de suite. Moi, dans Power Project, j'ai pas fait appel à des pros et ça avait quand même marché. Là, il se trouve que j'avais de la trésor de Power Project qui m'a permis d'investir du coup dans ce deuxième projet. Donc, on lance la page en août. Et puis là, j'ai un bon contact avec des influenceuses Insta qui parlent de ma page et ça a fait propulser un peu la page à ce moment-là, dès septembre. Donc la page s'est vite remplie. Et du coup, moi, je continue à construire mon template et mon template se finit fin septembre et en octobre, il est prêt pour être offert, en fait, enfin offert, proposé, commercialisé aux collègues qui le souhaitaient. Et donc là, ça y est, je lance ma première ouverture de vente du template de l'ortho-organiseur et de la formation en octobre. Je refais une cohorte en décembre. Donc là, ça a très très bien marché. Il y a eu un très bel engouement. Je termine ma cohorte. Donc, j'étais toujours sur une cohorte OSE en même temps. Donc là, à ce moment-là, j'étais en parallèle. Donc, c'est-à-dire d'août, on va dire de juin, parce que j'ai commencé le template en juin, de juin, enfin, commencer vraiment à m'y mettre à fond à partir de juin. Donc, de juin 2023 à février-mars 2024. Donc, pendant presque un peu moins d'un an, 9 mois, j'ai les deux activités en même temps. Donc, j'ai des cohortes OSE qui se redémarrent en septembre, tout ça. Et puis, en mars 2024, ma dernière cohorte OSE s'arrête. Et là, je me dis, ça me prend beaucoup d'énergie, ce programme d'accompagnement, parce que je faisais coaching individuel, du Slack tous les jours. J'ai bien envie de faire une pause. Extra Ortho me prenait beaucoup de temps. Et je me suis dit, bon, Extra Ortho génère suffisamment de fonds pour que je puisse mettre en pause une cohorte OSE, on verra. Donc, là, à ce moment-là, mars 2024, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je laisse tomber OSE. Et puis, je me consacre exclusivement, quasi exclusivement à Extra Ortho. Je continue de faire perdurer un peu la page Instagram de Poa Project pendant quelques mois. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon, j'ai plus de projet là pour l'instant pour Poa Project, donc je mets de côté. Extra Ortho me fait kiffer. J'ai plein d'idées à développer. Donc, j'ai fait le sommet de la rentabilité en orthophonie qui s'est passé en juin-juillet de cette année et qu'on a refait en octobre là en plus de l'ortho-organiseur. Et donc, bah, voilà, je suis sur un temps plein aujourd'hui sur Extra Ortho avec une quantité phénoménale d'idées à lancer et pas assez de temps pour tout faire. Ok. Voilà pour la transition, on arrive au bout. Et du coup, justement, dans ce temps plein sur Extra Ortho, comment tu te sens? Comment tu te sens dans ta vie aujourd'hui, dans ton quotidien? Est-ce que tu kiffes? Ouais, je kiffe. Je kiffe. Et je vais pas te dire que c'est tous les jours facile parce que bah, l'entrepreneuriat, c'est pas tous les jours facile. Déjà parce qu'il y a une espèce d'équilibre qui se déséquilibre en permanence entre le temps de travail perso et pro, puisque bah, bon, déjà, évidemment, on n'était déjà pas salarié quand on était orthophoniste, mais quand on était ortho, quoique, on pouvait quitter le cabinet, on pouvait effectivement travailler à la maison. Mais si on laissait les comptes rendus au cabinet, on pouvait ne pas travailler à la maison. Même si dans notre tête, il y a quand même des trucs qui tournoient sur les patients. Là, je trouve que c'est encore plus dur en tant qu'entrepreneur
d'autant plus quand tu bosses de chez toi, ce que je commence à faire un peu de moins en moins maintenant. Je vais de plus en plus dans un coworking parce qu'en fait, bah, tu vois, là où je suis assise, c'est ma table du salon, c'est aussi la table où je bosse toute la journée. Donc, tu vois, le soir, quand mon compagnon arrive à 19h, bah, j'éteins l'ordinateur, mais je suis au même endroit en fait. Tu vois, j'ai gravité sur 10 mètres à droite, à gauche. Tout pareil. Voilà, donc ça a ses avantages. Et ça m'a beaucoup plu cet aspect-là. Et puis j'ai un salon qui est très agréable avec une grande baie vitrée, donc c'est super sympa. Et en même temps, pour décrocher des projets entrepreneuriaux, c'est pas facile. Donc là maintenant, voilà, je fais ce choix d'aller travailler sur du mi-temps dans un coworking et ça m'aide beaucoup parce que du coup le coworking ferme à 18 et je suis à la maison à 18h30 avec mon ordi dans mon petit cartable et puis tu vois, c'est un peu différent, j'ai un peu soufflé. Donc il y a cet aspect-là qui est génial de pouvoir travailler d'où on veut et en même temps, il y a quand même un travail à faire sur son mindset à soi pour réussir à couper quand on a envie de couper. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler le dimanche. Si moi j'ai pas envie de travailler mardi mais que j'ai envie de travailler à la place le dimanche, je peux tout à fait le faire. Mais l'idée c'est de se dire bah voilà, c'est quoi mon équilibre et combien d'heures par semaine je pense que c'est OK de travailler sur des stages de fond pour faire avancer mon biz sans me tuer. Donc là, tu vois, aujourd'hui, on va dire que je suis depuis quelques mois à 25 heures de travail par semaine. Alors, dans ma tête, j'y suis bien plus. Dans le fond, moi, je traque mon temps avec Toggle. Donc, c'est pour ça que je peux te dire ces données-là. Parfois, il y a du temps que je traque pas. Donc, voilà, peut-être on a 25-27 heures par semaine. Donc j'ai beaucoup baissé depuis plusieurs mois, mais parce qu'en fait, quand j'ai lancé l'orthoorganiseur, j'ai énormément travaillé en fait. Et donc il a fallu que je baisse un peu pour aussi récupérer. Donc cet aspect-là est bien et en même temps il faut le gérer, ce côté où on fait ce qu'on veut de notre emploi du temps. C'est top, mais en même temps ça peut être dangereux. Et le risque de burn-out entrepreneurial est quand même jamais très loin. J'exagère quand je dis jamais très loin, mais en tout cas il faut être attentif à son état interne, à son niveau de fatigue, à la qualité de son sommeil, à notre capacité à décrocher parce que ça peut vite déraper. Et j'en connais beaucoup des entrepreneurs à succès qui dérapent. C'est pas parce qu'on gagne bien sa vie ou en tout cas qu'on fait un joli chiffre d'affaires que on peut pas frôler le burn-out. J'ai pas envie de dire au contraire, mais franchement, moi je gravite beaucoup autour d'entrepreneurs qui ont des entreprises très florissantes et bien peut-être, enfin il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out. Donc il faut quand même faire très très attention. Donc voilà, cet aspect-là, moi je suis très très contente et en même temps très attentive à mon bien-être. Euh, je suis contente aussi parce que maintenant, je prends une posture de chef d'entreprise qui est encore un peu différente de ce que je faisais avant, puisque maintenant, donc, j'ai une assistante avec moi depuis, ça fait 2 ans, qui est pas en temps plein. Raphaël travaille pour moi, pour Power Project ou Extra Ortho, entre 10 et 18 heures par semaine. Ça, on le sait pas toujours hein, quand on voit, on se dit, quand on voit un peu les pages Instagram, tout ça, bah, ou l'argent qui peut être généré par l'organiseur, par exemple, les gens peuvent se dire, ah bah ouais, quand même, bah, déjà il y a 20% de TVA, puis moi j'ai une assistante qui gère énormément de choses derrière, j'ai la SARL qui me coûte sur certains aspects, j'ai un expert comptable parce que je suis obligée. Enfin, il y a beaucoup de sorties en fait, c'est pas, je fais le calcul de 349 fois le nombre de personnes qui ont acheté, on est très très loin de ce chiffre-là. Mais ça ne veut pas dire que voilà, ma société marche bien et moi je peux me verser un salaire qui est confortable et ça c'est génial. Donc voilà, moi je suis très contente. Je compte pas du tout arrêter l'entrepreneuriat. Je crois que c'est dans mon sang en fait. Voilà, il y a pas à tortiller. J'ai besoin d'être stimulée beaucoup plus que ce que je l'étais en orthophonie. Je dis pas que l'orthophonie, c'était pas stimulant, parce que chaque enfant est un challenge, entre guillemets. Je veux pas dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas sur de la productivité avec les enfants, mais il y a quelque chose de challengeant derrière chaque enfant qu'on rencontre et pas tôt pour essayer de faire en sorte de construire un projet thérapeutique et une relation de soins qui soit la plus efficace, entre guillemets, possible. Mais en même temps, moi, je ressentais un certain ennui, en fait, à faire certaines séances, certaines activités un peu répétitives parfois. Alors, je dis pas que j'aurais pas pu faire autrement pour moins m'ennuyer, mais en tout cas, comme j'ai travaillé à l'époque, voilà, il y avait un certain ennui pour moi, que je retrouve pas dans l'entrepreneuriat. Voilà, quand je m'ennuie avec un projet, bah, soit je le remasterise. Donc là, tu vois, je suis en train de retravailler sur l'auto-organiseur. On va fermer la plateforme pendant quelques semaines pour pouvoir retravailler l'espace de formation, rajouter des vidéos, des choses comme ça. J'ai créé le SRO, le sommet de la rentabilité en orthophonie, qui m'a permis d'avoir un nouveau projet qui était un peu novateur en orthophonie, dans le format, puis dans le fond, non, parce que le sujet de l'argent, il y a quelques formateurs qui les abordent, mais c'est pas non plus un sujet, c'est un sujet un peu tabou. Donc là, j'ai encore d'autres idées d'autres projets, enfin, j'ai encore
d'autres projets en tête. Donc, je trouve que quand on est quelqu'un qui, comme moi, a besoin que ça bouge, ça pulse, qui a besoin de nouveautés, qui a besoin d'être très libre, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la solution adéquate. Donc, moi, je me sens parfaitement à ma place, en fait, aujourd'hui, clairement. Trop bien. Ça m'amène une question qui m'est Ouais. venue là pendant que tu m'expliquais ça. Je suis sûre qu'il y a plein d'orthos et pas orthos d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup d'orthos qui m'écoutent, qui me suivent, mais il y a aussi des kinés, des Oui, IDE, des psychologues, enfin tout le corps paramédical. Si il y a quelqu'un qui se reconnaît dans tout ce que tu dis, que ça donne, à qui ça donne envie d'aller chercher tout ça, mais qui a qui a des blocages, qui a des freins, est-ce que tu es d'accord pour que je te liste quelques petits freins que moi j'entends régulièrement et que tu apportes ta réponse à ouais. ces Je objections-là? suis pas sûre d'avoir, ouais, je suis pas sûre d'avoir une réponse à tout, mais en tout cas, je te partagerai mon point de vue sur Ouais, chacun. bien Ouais, sûr, ça marche. ça marche. Quelqu'un qui dirait, bah justement, j'ai envie de lancer un projet comme ça, mais là actuellement, je peux pas réduire le cabinet et j'ai pas le temps de travailler autant sur autre chose. Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, alors, bon, déjà, je pense que le j'ai pas le temps, c'est une problématique qui est somme toute personnelle. Moi, je te fais le petite parenthèse. Mon compagnon me dit souvent, j'ai pas le temps. Quand il est au cabinet, je dis, tu t'es occupé d'appeler le maçon pour les travaux? Ouais, j'ai pas eu le temps, j'étais au cabinet aujourd'hui. Je dis, ouais, pourtant, entre midi et deux, t'as 2 heures de pause et je crois que tu fais des choses sur ton ordinateur, fais des recherches. Oui, c'est vrai. Bon, voilà. Donc finalement, je dis pas que le temps, je dis pas que c'est aussi facile que de se dire quand on veut du temps, on le trouve. Mais en tout cas, quand on veut du temps, on peut commencer à le chercher. Si je cherche pas à créer du temps dans mon emploi du temps, eh bien en fait, le temps va me filer entre les doigts. Si je ne me dis pas, OK, là, à partir de maintenant, je donne 1 heure par semaine, 2 heures par semaine à des recherches sur le projet entrepreneurial que je veux lancer, si on ne se dit pas ça et qu'on ne cale pas les heures dans son emploi du temps, les petites heures qu'on aurait pu grappiller, en fait, elles vont disparaître dans un compte rendu pour lequel on aurait pu avoir une rédaction d'1 heure, mais en fait, on va passer 1 heure et demie parce que on va peaufiner la conclusion, relire 14 fois, alors que c'était pas obligatoire et qu'on aurait pu plier ça proprement, professionnellement en 1 heure. Ça va passer par, je vais faire des recherches pour comparer 14 imprimantes pour en acheter une, alors qu'il y a une collègue qui m'a dit qu'elle en connaissait une qui était super et que j'aurais pu me passer de perdre 1 heure et demie de recherche sur Internet. Donc voilà, on peut très bien. Le temps, c'est comme, je sais pas si c'est très juste ce que je vais dire, mais c'est un peu comme un gaz dans une pièce. Ça va s'étendre et ça va prendre le temps qu'on peut passer dans notre quotidien à faire des choses utiles ou pas utiles, ça va s'étendre. Donc, si nous, on vient pas dire que dans notre emploi du temps, on veut caler ça et que c'est super important, eh bien, ce temps-là qu'on aurait pu octroyer à ce projet va être bouffé par autre chose, clairement. Donc, moi, ce que j'invite les personnes à faire qui ont cette croyance-là de j'ai pas le temps, c'est déjà de se dire, OK, je suis pas obligée de dégager 20 heures par semaine là, demain. Hein, et j'entends déjà peut-être les collègues au féminin qui vont dire, oui, mais moi j'ai des enfants. Évidemment, la configuration de vie n'est pas la même quand on a des enfants et quand on n'a pas d'enfants. En attendant, je connais des collègues orthophonistes qui ont un side project et qui ont des enfants. Donc ça veut dire que ce n'est pas impossible non plus. Donc, juste, OK, je commence par me dégager 1 heure et demie, peut-être, juste pour commencer à avoir un temps, pour donner de l'importance, en fait, à ce projet-là. Et je mets ma main à couper que vous passez 1 heure et demie à scroller sur les réseaux sociaux chaque semaine, si c'est pas 6 ou 7 heures. Et d'ailleurs, traquez ça sur votre téléphone pour ouvrir les yeux sur le temps que vous perdez à scroller sur votre téléphone. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais quand je fais ça, c'est parce que je suis fatiguée, que j'ai besoin de me reposer. Clairement, si tu as besoin de te reposer, va dans ton lit, ferme les yeux et repose-toi pour de vrai. Parce que scroller sur les réseaux sociaux, c'est pas complètement reposant. Donc, si c'est ce que tu ressens en ce moment, c'est le besoin de te reposer, augmente tes heures de sommeil, va au lit plus tôt, va faire des activités qui te rechargent. Les réseaux sociaux, ça recharge pas complètement. Certes, on a l'impression de d'éteindre son cerveau, mais ça ne recharge pas. Je te fais une petite anecdote, Solène. Moi, je porte une Oura Ring. Je sais pas si tu connais. Ou j'ai déjà entendu parler, ça traque tes heures de sommeil, Ouais. Ok. Exactement, c'est une bague connectée et en fait qui traque beaucoup beaucoup de choses en fait au niveau physiologique, les battements du cœur, la variabilité de la fréquence cardiaque, les heures de sommeil, la qualité des heures de sommeil, etc. Et notamment aussi le niveau de stress dans la journée avec t'as 4 niveaux, t'as ressourcement, détente, enfin récupération, détente, tension et stress. Et moi quand je regarde une série, j'ai observé, quand je regarde une série, je suis en mode tension. Donc pas du tout en mode ressourcement. Par contre,
il y a quelques semaines, j'étais en voyage, j'étais sur une plage et là j'ai regardé, j'étais en mode récupération totale. Donc parfois ce qui nous fait croire qu'on récupère, c'est pas vraiment des moments de récupération, c'est pas vraiment des moments où on se recharge en énergie. C'est peut-être des moments où on met son cerveau à plat mais on ne recharge pas en énergie. Donc si toi tu ressens le besoin de te reposer, repose-toi et après tu auras certainement l'énergie d'aller trouver une, deux, peut-être 3 heures par semaine pour aller commencer à te pencher sur ton projet entrepreneurial. Donc, si je résume, donne de l'importance à ton projet, c'est-à-dire formalise-le, commence à lui donner de l'importance sur du papier, écris des choses sur ça, repose-toi si tu en as besoin et crée dans ton emploi du temps. Démarre petit en créant d'abord 1 heure et demie, 2 heures, peut-être 3 heures, tu vas réussir à trouver sur ton emploi du temps pour commencer à te pencher sur ton projet. Ok. Et quelqu'un qui te dirait, j'ai peur si je réduis mes heures un petit peu au cabinet ou que j'investis dans une formation pour me faire accompagner pour lancer mon projet, bah, j'ai peur de pas aller au bout et du coup d'avoir perdu de l'argent et du temps accessoirement. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce que je répondrais à quelqu'un qui aurait peur d'avoir fait tout ça pour rien, en fait, soit Ouais, réduire les cabinets, soit investir, ou les de deux? perdre de l'argent, du temps, de l'énergie. Ouais. Alors, je pense qu'on perd jamais rien. Je te disais tout à l'heure que j'étais un cairn. Et je pense que voilà, l'investissement qu'on peut faire, soit dans un accompagnement, soit le fait de gagner du temps en enlevant des heures de cabinet pour donner des heures au projet, je pense qu'on n'y perd pas. On va y gagner. On va y gagner en compréhension de notre projet, ou alors on va peut-être même y gagner en se disant que finalement ce projet n'était pas fait pour moi, il faut que j'en lance un autre. Ça peut permettre d'ouvrir, d'avoir de la clarté sur le projet qu'on est en train de lancer. J'ai des copains qui ont fait partie d'incubateurs et qui avaient une idée de projet en tête et l'incubateur les a aidés à se rendre compte que c'était pas ce projet-là qu'il fallait qu'ils lancent parce que ça collait pas vraiment à ce qu'ils voulaient et du coup ils sont dirigés vers un autre projet. Et du coup c'était un gain d'ouvrir les yeux, c'était le cadeau en fait que l'incubateur leur avait donné. Donc je pense qu'on perd rien. Je pense qu'on peut capitaliser sur toutes les expériences qu'on vit. On peut trouver des apprentissages, on peut trouver des choses qui nous font grandir, qui nous font mûrir. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que si vraiment on sent qu'on a la flamme entrepreneuriale à l'intérieur de soi, d'investir dans un accompagnement, pour moi, c'est à un moment donné du lancement de son business, c'est indispensable. Là, tu vois, je suis en discussion avec une collègue, une ancienne collègue de l'incubateur qui propose des accompagnements pour des entrepreneurs comme moi. Et ben, je cherche à me faire accompagner par cette personne parce que je sens que j'ai besoin là d'avoir quelqu'un qui va m'aider. Tu vois, donc là, je suis prête de nouveau à investir des capitaux de ma société pour continuer à faire évoluer mon entreprise. Donc, je pense que c'est une étape indispensable. À un moment donné, quand on lance une entreprise, que ce soit auto-entrepreneur ou une SARL ou une SASU, à un moment donné, de se faire accompagner par quelqu'un qui nous aide en fait à structurer notre boîte. Et pour tout ce qui est la perte de temps, le fait de réduire son temps au cabinet, je pense aussi qu'à un moment donné, c'est forcément, ça va être indispensable. C'est Delphine Ortonenec qui en parlait dans le SRO, où elle disait que elle, ça a été par palier, où finalement, c'est pas d'un coup du jour au lendemain, j'arrête 2 jours de cabinet, je sais pas ce que fait Delphine, mais et d'un coup, je lance quelque chose à côté. C'est j'ai mon cabinet, je commence à lancer un petit side project. Ce petit side project me génère un petit peu d'argent. Et grâce à cet argent-là, je peux commencer à enlever quelques patients au cabinet. Et c'est, enfin, en tout cas, pas renouveler des prises en charge au cabinet. Et en ne renouvelant pas, ben, en ne renouvelant pas, du coup, j'ai de nouveau un peu plus de temps pour travailler sur mon projet entrepreneurial qui me permet de générer encore un peu plus de chiffre d'affaires. Et tout ça, c'est progressif et ce qui permet à un moment donné d'enlever 1, 2 journées jusqu'à ce qu'on puisse fermer son cabinet à un moment donné. Ok, Donc, je pense que c'est progressif et que ça vaut le coup. Voilà. yes. Le coup dans tous les sens du terme. Tout à fait. Tout à fait. Et troisième et dernière objection qui me vient, c'est quelqu'un qui te dirait, ouais, non, mais moi, le marketing, c'est pas pour moi, j'aime pas les vendeurs, et puis aller demander de l'argent en échange d'un service, je peux pas. OK. Bah, je pense que pour moi, comme je disais dans le SRO, justement, c'est une question de croyance en rapport avec l'argent. En France, on n'a pas le droit de parler d'argent, on n'a pas le droit d'être fier de gagner de l'argent. C'est ce qui n'est pas du tout le cas de culture à l'américaine où on va pas hésiter à parler de son chiffre d'affaires. Il n'y a pas de tabou autour de l'argent. En France, il y a un très gros tabou autour de l'argent qui fait que, encore plus quand on est un soignant, oula là, parler d'argent et être soignant, mais c'est vraiment être un soignant de merde, alors que, excuse-moi, mais alors que ça n'a rien à voir. La qualité du soin qu'on donne quand on est avec son patient,
et le fait, par exemple, de se pencher sur la rentabilité de son cabinet. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir de faire un soin de qualité et développer un side project à côté de proposition de services ou de vente de produits. Ça n'a rien à voir en fait. On peut créer du et. Donc c'est ce que je dis moi souvent. On peut et être un bon soignant, en tout cas temporairement ou sur le long terme pour ceux qui et celles qui veulent rester soignants et développer un projet à côté, ou temporairement pour ceux qui veulent arrêter à un moment donné d'être soignants. Mais on peut, en tout cas de manière transitoire, pendant cette période-là qu'on est en train de vivre de création de side project, être un très bon soignant et en même temps se préoccuper de questions financières pour soit rentabiliser son activité au cabinet qui nous permet d'avoir un peu plus de temps pour son side project, soit et de se préoccuper de la rentabilité du side project qu'on est en train de lancer. Donc je pense que de créer du et de se dire que c'est pas du ou, c'est pas où je suis un bon soignant ou je me préoccupe de l'argent. Quand on arrête de penser en ou, c'est-à-dire quand on arrête de penser en noir ou blanc et qu'on se dit que le monde est fait de plein de choses très grises et avec une tonne de nuances de gris, eh bien, déjà, on commence à faire baisser un petit peu la pression. Moi, j'ai beaucoup vu sur la conférence que j'ai donnée sur les croyances limitantes sur l'argent dans le cadre du SRO, où la plupart des collègues avaient des croyances énormes sur l'argent, qui sont des croyances qui viennent de leur famille, sur les gens riches sont des gens cons, si on se préoccupe de l'argent, c'est qu'on arnaque les gens. Enfin, moi, j'ai 0% l'impression d'arnaquer les gens avec l'ortho-organiseur que je propose à 349 euros TTC, où dedans, tu as plus de 20 heures, peut-être maintenant 24 heures de formation, des tonnes de capsules vidéo, un template de 27 pages. Enfin, j'ai pas du tout l'impression d'arnaquer qui que ce soit. Au contraire, je trouve que mon produit, par rapport au marché de ce qui se fait sur Notion, c'est pas du tout cher du tout. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Si là, celles et ceux qui m'écoutent, tu t'adresses qu'aux femmes, Solène, je me souviens plus. Bah, je suis pas contre les hommes, hein, messieurs, Ouais, si vous ok. écoutez, vous êtes les bienvenus. C'est Ouais, juste ça que marche. ben, le fait est qu'on est beaucoup plus de femmes dans ce milieu-là, donc Ok. voilà. Ça marche, parce que depuis le début, j'ai dit celles et ceux, mais j'avais un petit doute. Donc, on va garder celles et ceux au cas où. Euh, donc, euh, celles et ceux qui sentent elles ont des croyances comme ça, ce qu'il faut absolument faire, c'est de se dire, ce sont des pensées, ce sont des croyances que j'ai, elles peuvent être changées, je vais avoir du mal à les changer seule, et donc, l'idée, c'est de se faire accompagner à ce sujet par du coaching business, du coaching professionnel, parce que c'est dans le monde du coaching en fait qu'on travaille beaucoup sur ça. On peut le travailler aussi avec une psychologue, mais c'est pas du tout adapté si tu veux. Enfin, c'est pour moi c'est moins adapté que d'aller faire un travail thérapeutique sur des traumas, des difficultés en rapport aux émotions. Là, on est vraiment sur le monde des croyances qui peut vraiment très très bien se travailler en coaching. Et je pense que d'avoir l'aide d'un ou d'une coach en face qui vient challenger ces croyances, c'est-à-dire nous aider à faire un pas de côté pour se dire ah bah tiens ah oui je voyais les choses comme ça mais maintenant je vois les choses un tout petit peu différemment et ça m'aide à oser me lancer. Ben, ça, pour moi, c'est indispensable. Si on a des croyances limitantes sur l'argent, on aura beau développer des compétences marketing, comme business, tout ça. Si on est bloqué sur notre rapport à l'argent et qu'on ne veut pas parler de ses produits, on ne veut pas mettre un tarif qui est rentable, etc., ben, en fait, le business, il ne marchera jamais, clairement. En tout cas, de mon point de vue, quoi. Et ça, par rapport à ce que tu dis, je pense qu'il y a aussi une notion au début de confiance en soi par rapport à ce qu'on propose. Tant qu'on ne s'est pas encore prouvé qu'on est capable vraiment d'aider les gens et que les gens sont satisfaits, je pense que c'est dur de réussir à dire je vais mettre le tarif, entre guillemets, que ça Oui, vaut. Et moi, quand j'ai quelqu'un en coaching à qui je dis, moi, ton produit, je le mettrai à ce tarif-là, mais qu'elle me dit je peux pas, je dis ok, c'est pas grave, mets moins cher. Et quand tu auras vu que tu peux, que les gens seront très contents, bah, t'augmenteras petit à petit. tout à fait, tout à fait. Cette notion de ne pas se forcer, de ne pas faire quelque chose avec lequel on n'est pas aligné, c'est super important parce que si on n'est pas aligné, si je suis pas aligné avec le tarif de l'offre que je vends, je vais pas en parler. C'est ça. Parce que j'aurais honte, parce que j'aurais peur, parce que j'aurais peur des remarques, des choses comme ça. Donc, je vais pas en parler. Donc, je vais pas la vendre. Et si je la vends pas, en plus de ça, ça va venir renforcer la croyance que c'était trop cher. Alors que c'était pas trop cher. C'est parce que j'en ai pas parlé que je l'ai pas vendu. Mais moi, comme j'ai cette pensée que mon produit est trop cher, je vais chercher à me prouver d'une manière ou d'une autre que effectivement il est trop cher. Et quand je vais voir que j'ai pas vendu, je vais me dire, ben voilà, t'as vu, je t'avais bien dit, il était trop cher. Non, non, il est pas trop cher, ma cocotte. C'est juste que tu n'en as tellement pas parlé que du coup, personne n'a su que tu le vendais. Je pense qu'effectivement, ne pas se forcer à aller dans des stratégies marketing, des stratégies de prix qui ne nous conviennent pas, c'est super important. De se dire que tant pis, temporairement, le prix sera un peu sous-évalué, mais en même temps, bah, ça va nous permettre, nous, d'être rassurés, d'oser parler de notre produit, puis de récolter des témoignages sur le service ou le produit qu'on vend, qui va ensuite, ces témoignages vont nous servir derrière
pour promouvoir notre activité et ce qu'on fait, mais on peut se dire que c'est temporaire et que c'est OK. Moi, je l'ai fait avec le programme OSE, où au début, j'avais fait 3 formules, dont une vraiment qui était pas chère, c'était que les vidéos en ligne. L'autre, il y avait qu'un petit accompagnement, et l'autre, troisième, il y avait un très gros accompagnement. Ça m'a permis, tu vois, de me dire, voilà, je m'adresse un peu à tout le monde, il y a un petit peu tous les prix, j'étais rassurée de ça. Après, j'ai viré les 2 offres et j'ai gardé que l'offre premium, que j'ai gardé un tarif qui était le même que précédemment. Et après, j'ai augmenté parce que j'avais rajouté des formules, des coachings individuels, mais parce que j'étais à l'aise avec ça, en fait. J'étais tellement à l'aise, en fait, avec ce que mon programme proposait que j'étais pas du tout embêtée de me dire, je vais rajouter 150 euros parce que, en fait, je passe X heures et en plus, moi, je traque tout le temps que je passe pour tous les accompagnements, tout ça. Donc, j'avais pu voir à la fin de l'année combien d'heures j'avais passé pour les accompagnements, ce qui m'a permis de me dire, attends, là, au niveau rentabilité, c'est catastrophique, en fait. Donc, j'ai pu oser me dire, bah, j'augmente de 150 euros le tarif par personne de la vente, ce qui était, m'a pas fait un chiffre d'affaires énorme. Mais symboliquement, tu vois, rien que ça, de se dire, bah, je rajoute, bah, je pouvais le faire. Donc, effectivement, il y a vraiment un chemin mindset à avoir. Et en même temps, je pense qu'il faut pas se forcer. Faut pas, tu sais, faire rentrer le truc comme ça et ça n'a pas envie de rentrer et on me dit de le faire et je le fais pas. Non, on reste aligné avec celle qu'on est et on se dit qu'on fera évoluer l'offre petit à petit. En tout cas, c'est Ouais. comme ça que ça a marché pour moi aussi. C'est un équilibre en fait entre se challenger sur ses croyances limitantes, sur ses peurs, sur ses blocages et en même temps rester OK et aligné avec ce qu'on fait. Parce que de toute façon, si t'es pas aligné avec ce que tu fais, ça va se ressentir dans ta communication. D'une part, comme tu disais, parce que soit tu vas pas en parler, soit tu vas en parler d'une manière en mode j'ai ça à proposer, mais si vous voulez pas, c'est pas grave. Et du Exactement. coup, oui, les gens ils vont se dire mais c'est bizarre. Enfin, ils vont sentir qu'il y a dans Ouais, l'énergie de ce que tu transmets qu'il y a un truc qui va tout à pas, quoi. fait. Tout à fait. Et moi, c'est quelque chose qui est très important, tu vois. C'est comme ça que j'ai vendu, moi, si je peux rajouter un petit élément. La première fois que j'ai vendu mon programme OSE, donc c'est la première fois que je vendais un truc avec un prix premium, tu vois, plus de 2 000 euros, ce qui était pour moi inenvisageable. Et en fait, j'ai fait des calls pour parler de ce produit. Et les collègues, ou pas collègues d'ailleurs, il n'y a pas que des orthos, mais quand même beaucoup m'ont dit, mais en fait, moi, j'ai acheté parce que quand tu m'en as parlé, tu étais tellement enthousiaste, tu étais tellement à fond sur ton truc que l'énergie que tu m'as transmise, ça m'a donné envie de le prendre. Et parce que j'étais parfaitement alignée sur tout. Le prix, les conditions de vente, le paiement en 6 fois, le contenu, les vidéos en ligne, j'étais alignée sur tout. Et donc, ça s'est ressenti dans l'énergie que je transmettais dans mes calls. Et c'est ça qui a fait vendre. Moi, j'ai pas vendu pendant mes calls. Elle me posait des questions, je parlais de mon produit, juste parce que je kiffais à fond ce que j'avais créé. Et ça, du coup, les prospects, comme on appelle ça, les prospects se sont réchauffés très, très vite parce qu'elles se sont dit, mais waouh, elle est tellement à fond, mais j'ai confiance en elle, en fait. Elle me vend, sans me vendre son produit, elle me le vend. Mm. Donc finalement, on peut faire de la vente et du marketing sans avoir de stratégie. Moi, j'avais pas de stratégie de call. J'étais comme ça avant les calls. Je tremblais, mais juste bah, de parler de mon produit, ça a suffi. Donc comme quoi. Ouais. Et puis, en fait, c'est parce que tu vends pas des outils. Tu dis pas, j'ai appris telle technique de coaching. Tu dis, je vais te faire passer du point A au point B et Ouais, convaincu de la transformation que tu vas apporter. Et en fait, exactement. ça, aux yeux des gens, enfin, ça a beaucoup plus de valeur que de simples outils en réalité. Et c'est le résultat que tu vas leur apporter et qui fait que le prix paraît, j'irais pas jusqu'à dire dérisoire quand on parle de plusieurs milliers d'euros, parce que c'est toujours une réflexion, Bien mais sûr. complètement OK avec la valeur que tu proposes, en fait. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et si je peux rebondir aussi sur un dernier point que tu as dit tout à l'heure, donc de se challenger, mais pas trop. Moi, j'aime bien parler de, tu sais, zone proximale de développement, comme pour les enfants. Hmm. Pour les enfants, on va chercher en cabinet à leur proposer quelque chose pour lesquels ils n'ont pas encore la compétence, mais on n'est pas très très loin. On va pas leur proposer un truc qui est beaucoup trop dur pour eux. Pour le business, c'est pareil. On va se challenger juste au-dessus de ce qu'on est capable de faire, mais pas trop, parce que si c'est trop, en fait, on va pas être aligné et ça va se sentir. Mais si c'est juste au-dessus, on va être capable de le faire. En fait, on va faire à chaque fois comme ça. Donc là, je suis en train de mimer que je fais pas à pas pour qu'en fait, on se sente suffisamment à l'aise pour à chaque fois augmenter un peu. Et au bout d'un an, challenge après micro-challenge, bah, en fait, on a propulsé notre manière de faire sans même presque s'en rendre compte. Et quand Exactement. on fait la rétrospective, on se dit, waouh, en janvier, j'en étais là. Et là, on est en décembre, incroyable ce que j'ai réussi à faire. J'aurais jamais imaginé que j'aurais pu faire ça. Mais oui, parce que si en janvier, tu t'étais dit, je veux du jour au lendemain arriver à ce que je suis capable, j'ai été capable de faire en décembre, on l'aurait pas fait. Mais c'est parce qu'il y a eu janvier, il y a eu février, et petit à petit, on a fait une marche après l'autre. Et c'est comme ça que ça a pu marcher. J'aime bien cette idée, tu vois, qui nous Ouais, rappelle un peu ce qu'on connaît, pour parler aussi du business, quoi. exactement. Ben, ça me fait une transition parfaite avec la question suivante que je voulais te poser, qui est, pour 2025, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes objectifs? Alors, j'imagine qu'il y a des choses que tu peux pas trop spoil, mais dans les grandes lignes. Rien. Je peux rien dire pour l'instant parce qu'il n'y a rien qui est fixé.
Euh, alors déjà, l'orthoorganiseur va continuer, ça va évoluer, mais ça va continuer. Donc la formation, elle est avant du template. Euh, je pense que si je peux dire que j'ai beaucoup aimé la proposition de sommet que j'ai faite dans le cadre du sommet de la rentabilité. Donc juste pour celles et ceux qui seraient intéressés par ce format-là, c'est un format où je propose donc à des conférenciers de venir sur 2 demi-journées et donc de parler de leur expertise sur un sujet. Là, pour la rentabilité, c'était la question de l'argent et c'était la question de l'argent en orthophonie. Donc avec un nombre illimité de personnes qui pouvaient venir sur un format webinaire, avec en plus la possibilité de venir à des FAQ avec chaque intervenant à distance de la conférence principale pour venir poser toutes nos questions. Donc c'est un format très hybride entre de la conférence et en même temps un peu de l'accompagnement parce que dans le fond, on peut poser toutes les questions qu'on veut au formateur, à l'expert, et il nous répond avec vraiment son expertise. Donc, il y a vraiment, pour un prix qui est pour moi dérisoire de 99 euros, on pouvait accompagner, tu vois, des personnes à répondre à leurs questions de manière très précise. Donc, j'ai beaucoup aimé ce format et je pense que je vais le décliner. Sous d'autres thématiques que la rentabilité. Donc, je vais pour l'instant pas encore parler de ce que j'ai choisi, parce que j'ai pas encore choisi, mais j'ai plusieurs idées de différents sommets à faire sur un peu le même fonctionnement. Il y aura ça et puis il y aura certainement d'autres projets, mais pour l'instant, voilà, il n'y a rien qui est suffisamment ficelé pour que j'en parle. Donc, avant, j'aurais été tendance, quand j'étais jeune entrepreneur, j'aurais été tendance avec l'excitation de te raconter tout ce que j'allais mettre en place et en me disant, merde, j'en ai pas dans le podcast et je vais pas réussir à le faire. La sagesse, petit à petit, m'apprend à me taire quand un projet n'est pas lancé. Donc, il y aura certainement d'autres sommets. C'est probable, en tout cas d'autres formats comme ça. Et puis il y aura d'autres projets, je pense, en dehors de l'organiseur aussi. Mais bon, donc on verra certainement début de l'année 2025. Trop bien. Bah écoute, merci Voilà. beaucoup pour toutes tes réponses. Franchement, c'était hyper passionnant. Je crois que c'est officiellement le plus long épisode que j'ai enregistré depuis le début du podcast, mais c'était Désolée. tout. Ah ben non, moi j'ai été captivée par ce que tu disais. Franchement, j'espère que les personnes qui écoutent ont été autant captivées que moi par ce que tu disais. C'était vraiment passionnant et je me suis Merci. beaucoup reconnue dans quasiment 100% de ce que tu as dit, parce que je pense Ok. qu'on a des parcours et une vision des choses assez similaires. Donc franchement, merci beaucoup. Avec plaisir. Désolée, je t'avais dit que j'étais pipelette, hein. Ah, mais ne t'excuse pas, franchement, c'était trop bien. Et est-ce qu'il y a une petite notion avec laquelle tu aimerais conclure, un petit mot de la fin que tu aimerais ajouter? Euh, Peut-être de dire qu'il ne faut pas attendre d'arrêter d'avoir peur pour se lancer. Parce que la peur fait partie du projet entrepreneurial, parce que quand on entreprend, on prend des risques, et que quand on prend des risques, bah, notre petit drapeau de la peur, il s'active. Donc, on arrête d'attendre d'avoir peur et de tout savoir et de tout quadriller pour se lancer. On ne pourra jamais tout quadriller, on ne pourra jamais être dans le surcontrôle dans un projet entrepreneurial. L'idée, c'est pour moi, c'est d'essayer de sécuriser certains éléments, de contrôler certains éléments, mais d'accepter qu'il y a d'autres éléments qui ne seront pas complètement sous notre contrôle. Combien je vais faire de ventes, des choses comme ça. Mais par contre, je vais sécuriser mon marketing, ma com, je vais faire tout ce qu'il faut et puis bah, les ventes, on verra. Donc voilà, on n'attend pas de tout savoir, on n'attend pas de plus avoir peur pour se lancer. On se lance en étant formé, en étant éventuellement accompagné. Et puis, une fois qu'on a les résultats ou pas les résultats qu'il faut, on apprend sur place de ce qui s'est passé et on grandit et on évolue. Tester, Voilà. analyser, ajuster et on recommence. Ouais, exactement. Tout à Ok. fait. Bah écoute, merci beaucoup Saskia. Je mets tes réseaux dans la description du podcast, donc Extra Ortho, j'imagine Ouais. essentiellement pour que les gens qui ne te connaîtraient pas, les deux, trois orthophonistes ovni qui ne te connaîtraient pas, puissent aller te retrouver, puis les autres professionnels de santé, si vous souhaitez aller voir Ouais, ce que avec fait plaisir. Saskia aussi. Bien Donc sûr. merci beaucoup pour ton temps. Et puis moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur.